ça c'est encore plus intéressant. J'ai raté mon coup. Hein. Je suis à 1m50 à gauche, je trouve. La semelle c'est un tout petit peu trop enfoncé dans la terre. 2 rebonds, stop. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le chip flip. Je ne vous dis pas de le faire, je ne suis pas instructeur, mais en tout cas, si vous suivez ma chaîne, c'est que vous vous intéressez au matériel. Et je pense à nouveau que ce bounce n'a pas, pour moi, révélé tous ses secrets encore. C'était il y a 2 ans déjà, au Golfe de Saint-Laurent. Merveilleuse semaine passée en Bretagne sur ce parcours, à travailler notamment mes approches. Et j'avais le même wedge en main dans cette vidéo. J'avais mon 54 Alcor. Je l'ai toujours, 2 ans plus tard. Peut-être falloir songer à le changer, commencer à être sérieusement abîmé au niveau des stries. Mais en tout cas, une chose qui a changé depuis cette vidéo, c'est ça. Et c'est ça que cette trilogie, merci à mon fils Arsène de m'avoir prêté des feutres, trilogie rose, bleu indigo et bleu, que je vous ai dessiné sur cette semelle, récapitulatif de tout ce qui est à venir dans cette vidéo, où je vais vous décrire non pas les secrets, je déteste ce mot, les secrets du wedging, mais en tout cas je vais essayer de vous livrer enfin un guide complet, simplifié, simple à comprendre parce qu'il est de bon sens, il est très concret, très adapté à mon métier de clubmaker. Moi j'aime comprendre l'adéquation entre l'outil, la technique, quand ça fait sens, quand ça fait tilt. C'est un petit peu comme l'édifice qui se met enfin en place. Et cet édifice, sur le wedging, il s'est mis en place, je crois plus trop aux coïncidences, en tombant par hasard sur une vidéo il y a 2 ou 3 mois d'un coach anglais qui s'appelle Dan Grieve, qui fait beaucoup parler de lui. Il a sorti un livre qui s'appelle Les 3 releases, The 3 Releases, et je pense que vous voyez tout de suite où je veux en venir avec ma codification à 3 couleurs. Les 3 releases de Dan Grieve, oh, je crois que c'est déjà un des best-sellers de golf, de livres de golf de l'année 2023. Je me suis empressé de le commander, je l'attends, ce livre avec impatience, mais j'imagine déjà tout à fait ce qu'il y a dans ce livre. Et il le dit, hein, c'est un guide d'approche. Donc moi, avant même d'avoir reçu ce livre, je peux déjà, dès aujourd'hui, dans cette vidéo, tenter de vous donner mon approche avec mes yeux de clubmaker sur le guide complet d'utilisation de vos wedges. Parce que, à force de creuser, à force d'expérimenter, Dan Grieve, en fait, je lui dis merci au travers de cette vidéo. Je pense pas qu'il parle français, mais peu importe. En tombant sur ces vidéos, Dan Grieve, il a mis des mots, MOTS, sur des images, des idées que j'avais, qui étaient parfois un peu confuses. Mais enfin, boum, comme je vous le disais, l'édifice, l'archipel qui se met en place, tout prend sens, tout d'un coup. Et donc un grand merci à Dan Grieve pour ça. Et donc je vous incite à aller voir ses vidéos si vous parlez anglais. Il est situé à Woburn, en Angleterre. Woburn, je crois que c'est un petit peu au nord de Londres. Et Woburn, c'est un parcours très connu, hein, très connu en Angleterre, où se sont déroulés à plusieurs reprises les British Masters du circuit européen. Et de là à faire le lien avec le circuit senior américain, le Championships Tour, il n'y a qu'un pas. Autre merci aussi dans cette introduction de vidéo, autre grand merci à Grégory Avray, qui m'a fait l'immense honneur de passer me voir il n'y a pas si longtemps que ça à mon atelier, et il m'a signé ce t-shirt que j'avais acheté, Respect the Grind. Vous voyez, on y est aujourd'hui, hein. Grind, vous savez, c'est un des mots-clés du wedging, hein, pour un clubmaker. To grind, ça veut dire meuler, et on le sait, les wedges ont des grinds bien spécifiques, en pointe, au talon, à l'arrière, etc. Et d'ailleurs, c'était un des premiers articles à l'époque où j'écrivais des articles sur mon site internet. Aujourd'hui, bien sûr, la vidéo a remplacé les articles, mais je vous mettrai quand même le lien pour cet article qui vous montre, image à l'appui, les différents types de grind qu'on peut trouver sur un wedge. Il y en a plusieurs, vous verrez. C'est assez intéressant, c'est très technique, hein, mais pour ceux qui parmi vous vraiment veulent aller au cœur du sujet de vos wedges, je vous conseille la lecture de cet article. Donc un grand merci à Grégory d'être venu, d'avoir discuté, d'avoir pris un café avec moi. Et puis Grégory, si d'aventure tu voyais cette vidéo, je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde pour réussir ce rêve que tu as évoqué, d'aller jouer sur le Champions Tour, circuit senior américain, et rejoindre des figures emblématiques de mon enfance, hein, évidemment, telles que Fred Couples, Bernard Langer, etc.
Hier soir, justement, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu m'empêcher de revoir l'édition 92 du Masters gagné par Fred Couples. Que de bonheur de revoir ces talents du golf des années 80, 90, début 2000. Pour moi, c'est toujours un plaisir de les voir jouer. Fred Couples, par exemple, avec un driver persimmon entre les mains, pour faire le lien avec ma précédente vidéo, où je vous parlais des bois en persimmon de la marque Orlimar, en Californie. Bref, bavard, comme toujours. Ici à l'atelier, introduction, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, vidéo intitulée « Allons-y, n'ayons pas peur des mots », Fitting the Wedge Masterclass. Et c'est le début d'une série. Je vais vous faire une vidéo masterclass sur le driver, masterclass sur les fers, masterclass sur le putter. J'avais fait une série de vidéos il n'y a pas si longtemps, 10 ans de fitting, tout ce que j'ai appris, etc. Là, je vais aller vraiment au cœur des outils. Au cœur des outils. Comme aujourd'hui, je démarre par le wedging, parce que j'ai envie de démarrer par ça. Le wedging, pour conclure cette introduction, moi je reçois, vous le savez, beaucoup de golfeurs de plus de 40 ans qui viennent me voir en fitting, 40, 45, des seniors de haut niveau, des seniors de tout niveau. Et on a toujours finalement cette in fine, cette réflexion de se dire que ce n'est pas au driving, la distance, etc. C'est plus là vraiment que ça va se jouer. Et on tombe d'accord, évidemment, pour se dire que c'est au wedging, au petit jeu, au putting, qu'on peut continuer à prendre un plaisir fou à ce jeu. Et on a l'habitude de dire que le putting, par exemple, c'est un jeu dans le jeu. Moi, j'ai envie de dire que le wedging, c'est aussi un troisième jeu dans le jeu. Le wedging, voilà, on va dire ces coups d'approche à 60-70 mètres du green, où on va se retrouver confronté à tellement de situations différentes, de sols différents. Et c'est ce que dit Dan Grieve. Le point de départ de ce guide de la réflexion, c'est l'analyse du sol. Sol dur, sol mou, sol gras, sol sablonneux, etc. Et voilà, c'est un petit peu de tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce guide complet qui fait sens. Je vais vous expliquer très précisément la signification de ces trois coloris, mais en gros, pour le dire très brièvement, trois types de release. Ici en rose, c'est ce que Dan Grieve appelle le release 1, en bleu indigo le release 2, en bleu foncé le release 3. Donc c'est vraiment de ça dont on va parler, mais à nouveau, vu par mes yeux de clubmaker, et je pense vraiment que cette vidéo pourra enfin, j'espère, pour beaucoup d'entre vous, clarifier l'utilisation de ces wedges et vous redonner le goût, ça c'est super important pour moi, vous redonner le goût d'aller vous entraîner autour du green, notamment cet hiver, quel que soit le sol. On peut le faire aussi de chez soi, dans son jardin, enfin bref, c'est vraiment un compartiment du jeu. Moi j'ai tout le temps un wedge dans ma voiture et dès que je peux, boum, je le sors dans un champ, n'importe où je peux faire quelques approches. Je m'amuse à faire des approches sur différents types de sols et très important pour moi. Je conclurai là-dessus. Je peux pas ne pas le dire. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où quand j'arrivais à proximité du green, c'était presque un fardeau. Je ne savais pas quoi faire. Arnaud, t'es à 40 mètres du green, en montée, il y a du vent, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, pourvu que je la mette pas trop loin du green ou pas trop loin du trou. Enfin, débrouille-toi. J'étais dans la débrouillardise. Et la débrouillardise, vous le savez, surtout en compétition, ça marche une fois sur deux, voire une fois sur trois. Et aujourd'hui, que je maîtrise vraiment, et c'est pas prétentieux de le dire, c'est mon métier qui m'a beaucoup aidé à ça. Mais aujourd'hui que j'ai une image claire et simple de cet outil, de ces outils, j'en ai 3 dans mon sac, 50, 54, 58, j'ai une vision tellement simplifiée aujourd'hui du wedging, que c'est redevenu un jeu, que c'est redevenu extrêmement ludique, et que se retrouver à 40 mètres du green, prendre quelques secondes pour analyser le sol, analyser la situation, et se dire, ben voilà, Arnaud, t'as tel coup, et tu vas utiliser le release 1, le release 2, le release 3, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et ça m'a redonné vraiment ce côté ludique, ce côté jeu qui me manquait, et j'espère, par cette vidéo, vous redonner justement le goût le goût du wedging. Et dernière phrase très importante, vraiment, je suis convaincu que n'importe quel amateur peut devenir un champion autour du green, un champion à 20, 30, 40, 50 mètres du green. Il n'y a vraiment aucun problème, quel que soit son âge, ses aptitudes physiques, alors que, vous le savez,
pour beaucoup d'entre vous seniors, dépasser les 200 mètres au drive est un pari extrêmement compliqué. Mais le wedging, non. Vous pouvez devenir des champions du wedging. Et c'est le but ultime de cette vidéo que je fais sur le wedging. A tout de suite à l'atelier. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du fitting de wedge. Et ensuite on ira au practice, si la météo le permet, pour taper des balles, taper des coups et utiliser ensemble ces 3 types de release. A tout de suite à l'atelier. Partie 2 de cette vidéo, ici dans mon havre de paix, l'atelier où je passe mon temps à monter des clubs, évidemment, monter des wedges, démonter des têtes, peser des têtes, m'apercevoir d'écarts très importants de tête à tête, de marque à marque, etc. Ici, par exemple, voilà, les anciens wedges de Nicolas Joachimides, qu'il aimait beaucoup, les King Cobra Forged à taille constante, bon, et qui commençaient à être sacrément usés. On les a changés en respectant ensuite, évidemment, ses specs, c'est-à-dire des shafts qui lui correspondent, des longueurs et des équilibrages cohérents pour lui en particulier. Nicolas faisant partie, comme de nombreux golfeurs, de ceux qui aiment des wedges avec beaucoup de poids en tête. Et j'en fais partie également depuis très très longtemps. Ça a été une révélation dans mon cas de figure, j'y reviendrai. L'atelier, c'est vraiment le point de départ de tout fitting avec moi. Enfin, je veux dire, tous les golfeurs qui viennent me voir passent par cette étape. C'est la première, bien avant d'aller taper des balles au practice qui est à 10 minutes d'ici, bien avant d'essayer des nouveaux clubs, des nouveaux shafts, des nouvelles têtes, etc. Passage à l'atelier, contrôle technique finalement, comme pour votre voiture, où je vais regarder les specs clés de vos wedges. Et c'est ça vraiment le message important de cette deuxième partie. Et je me répète, mais c'est vrai que je pense que la plupart des golfeurs n'ont pas conscience de la subtilité de ces outils, à nouveau, que sont des wedges. On peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir 3 dans son sac. Ce sont des outils, et c'est ce que je disais à la fin de mon introduction. Enfin, je veux dire, on est dans un compartiment de jeu où ce qu'on recherche avant tout, c'est la régularité, la précision. On n'est pas du tout dans la quête de distance absolue. Non, pas du tout. Donc, précision, régularité et confiance. C'est l'ingrédient clé. À nouveau, comment peut-on développer un système de petits jeux si déjà on se sent pas très à l'aise avec ses wedges? Et ça, je l'entends très très souvent. Arnaud, ça va plutôt pas mal avec mes fers, par contre les wedges, je n'y arrive pas, j'ai pas de sensation, je prends des cours, je ne progresse pas, je sais pas quoi faire. Et quand je vois à l'atelier que déjà, très souvent, problématique de loft, ça je l'ai dit et je me répète et tant pis, n'achetez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est écrit sur les semelles de vos clubs. Il y a des écarts, c'est comme ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Il y a des écarts de 1, 2, voire 3 degrés de loft selon les modèles, selon les clubs que vous achetez. Un 50 qui en fait fait 52, puis le 54 qui lui fait 53. 1 degré d'écart de loft, et le golfeur qui est en train de me dire « Arnaud, je comprends pas, je fais les mêmes distances avec ces deux wedges. » Ben voilà, en 5 secondes, un petit peu plus, en 1 minute, on a déjà la réponse à la question. Voilà, c'est un simple problème d'étalonnage de loft. Deuxième chose, l'observation globale, je dirais la transition entre les fers et les wedges. Et là c'est également bien souvent tout un chantier. Et là aussi, par manque peut-être de connaissances, d'intérêt, de communication, des golfeurs qui repartent avec des wedges montés la plupart du temps sur des shafts acier extrêmement lourds. On parle de shafts pour citer le référent du marché qui est le Dynamic Gold S300, S400, qui joue ce type de shaft, extrêmement lourd, extrêmement raide, joué par la plupart des pros sur le tour, et qui me montrent leur série de fer avec un pitching wedge et un manche graphite à 50 grammes, graphite en flexibilité senior. Je veux dire, il est évident que là, on a un problème évident de cohérence. Donc ça, je crois que c'est un message que j'ai déjà dit, je me répète, mais voilà, un message parfois finit par être pris à force de le répéter. Donc
J'ai des golfeurs souvent qui me disent, Arnaud, pareil, problème de distance, avec mon pitch, je fais 90 mètres, 100 mètres. Avec mon gap wedge, je tombe à 70, 30 mètres d'écart. Pourquoi? Parfois le loft, mais souvent aussi le shaft. Le shaft et l'équilibrage et la longueur du club. Et c'est tout. Et fin de l'histoire. Et donc cette recherche de la cohérence, pour moi, est très importante. Donc à bas le mythe, si vous l'entendez, qu'il faut des shafts lourds pour être précis avec des wedges. Ça, c'est une phrase, moi je ne veux même plus l'entendre. Je dis aux golfeurs, mais en théorie, oui, bien sûr qu'un shaft acier plus lourd, plus dense, etc. Va générer, en théorie à nouveau, plus de précision. Mais dans la pratique, vous allez être mal à l'aise avec ce club. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce club, si lorsque vous venez de taper un coup de fer neuf avec votre shaft graphite de 50 grammes, vous êtes à 15 mètres du green, et boum, vous sortez votre wedge de 115 grammes stiff, et vous n'avez plus du tout les mêmes sensations. Donc, et c'est ça le plus important, d'avoir des sensations relativement le plus proche possible entre les fers, petits fers, et ces wedges. Donc voilà, ça c'est un message clé. Hein. Je ne cesserai de le marteler, mais c'est un bon vieux mythe, cette histoire de wedge où il faut des shafts lourds en acier raide, que l'on trouve effectivement 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, montés sur les wedges en boutique. Voilà, donc et là ce n'est pas dire du mal de qui que ce soit. C'est pour moi il y a un manque de fitting de shaft sur les wedges. Donc moi ça fait partie des choses auxquelles je suis extrêmement attentif. Il faut savoir que le poids donc de ce shaft, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est à nouveau Tom Wishon qui le disait dans un de ses livres, c'est quand même le poids du shaft qui in fine va avoir la plus grande incidence sur l'équilibrage du club. Parce qu'une tête, finalement, bon, on peut lui ajouter quelques grammes. Un grip, on peut un peu trafiquer, on peut, voilà. La longueur du club, on peut, mais sachez que quand vous passez d'un shaft de 50 grammes à un shaft de 115 grammes, le swing weight n'est plus du tout le même. Donc, cette sensation de poids en tête. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps pour ces seniors? Je vais rester sur cet exemple parce que c'est celui que j'ai le plus fréquemment à l'atelier. Les seniors pour lesquels je finis de convaincre qu'il leur faut absolument passer sur des shafts beaucoup plus légers sur leur wedge, et du coup, ils me disent quasiment à chaque fois, post-fitting, Arnaud, depuis que tu m'as fait ça, je sens beaucoup mieux ma tête de wedge. Et oui, on sent beaucoup mieux la tête, et ça c'est quelque chose de très très important par rapport à cette notion clé de cette vidéo, des 3 releases. Qui vont demander, on le verra dans la prochaine partie de cette vidéo, je la ferai en 2 parties. Hein. Je vous montrerai précisément que cette histoire de 3 releases. Mais si vous partez avec des outils où déjà vous ne sentez pas votre tête de wedge dans l'espace, ça va demander beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de temps. On va y arriver, mais ça va demander beaucoup plus de temps et d'efforts que lorsqu'on a un wedge, ici dans mon cas. Tous mes wedges sont équilibrés en D8. D8, on est bien au-delà des 3, des 4 que l'on retrouve format grand public. D8, Nicolas, je crois qu'il a des wedges en D9, E0. Donc beaucoup de poids en tête. Et des seniors pour lesquels, récemment, moi j'ai monté des wedges manche graphite qui étaient en D7, D8, D9. Donc on sent beaucoup mieux la tête, avec un shaft beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, etc. Donc ça c'est un point clé, cette notion de où est ma tête dans l'espace et comment je vais pouvoir interagir avec ces sols, sol dur, sol mou, sol gras, rough, fairway, etc. Avec ma tête de club. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, quand je fais un coup de wedge désormais, je ne pense qu'à cette tête et au bounce et à la semelle, etc. Et comment je vais faire interagir cette tête avec le sol. Je ne me concentre que là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ma semelle en termes de release 1, 2 ou 3? Je vais me positionner différemment, la posture va évoluer, etc. Mais cette notion de poids en tête et de savoir où est ma tête dans l'espace pendant le backswing, le downswing, l'impact, etc. est pour moi un élément fondamental. Donc ça c'est quelque chose vraiment que vous devriez
peaufinez, vous posez la question pour vos wedges, non pas tellement, et je conclurai là-dessus, non pas tellement de savoir si c'est du Ping, du Callaway, du Wishon, du Vega, quoi qu'est-ce en termes de tête, mais vous posez des questions à nouveau sur ce que j'appelle les paramètres clés des wedges, la longueur du club. Moi, je suis très, dans la mesure du possible, je monte des wedges qui font tous la même longueur. Je ne vois pas pourquoi des wedges auraient des longueurs différentes. Je suis très attentif au fait que l'équilibrage des wedges dans un sac de golfeur, ici, si je prends l'exemple de mes 3 wedges, ils sont tous montés en D8, donc il y a toujours les mêmes sensations. Et les shafts, voilà. Moi j'ai des shafts, comme vous le savez, steel fiber de 95 grammes. Bon ben, j'ai de l'acier. Ici c'est des rifles, c'est des shafts assez rares. Moi j'ai des wedges montés sur des rifles precision qui font 100 grammes. Voilà, je passe de 95 à 100 grammes et ça me semble tout à fait pertinent. Donc ça, ingrédient clé. Et enfin, là aussi, autre ingrédient clé pour vos outils, c'est le lie. C'est le lie. J'avais fait une vidéo sur le lie il y a quelques années, dans le vent, peut-être que je la refasse, le son n'est pas très bon, où j'expliquais quelque chose de très important, c'est que plus le loft augmente, donc ici, avec des wedges, on est vraiment sur des fers avec les lofts les plus importants, hein, de 50 à 60 degrés, on va dire. Plus le loft est important, plus l'incidence du lie va être importante. Autrement dit, c'est pas gravissime d'avoir un fer 4, un fer 5, un fer 6 avec un lie qui serait défectueux, je vais dire, de 1 ou 2 degrés. C'est pas gravissime, on s'en sort. Parce que le loft, justement, sur ces clubs-là, est fermé. Donc, le lie va avoir des incidences de dispersion relativement minimes, en fonction du golfeur. En revanche, si vous avez des lies défectueux de 1, 2, 3 degrés sur vos wedges, eh bien là, ça va être des écarts de dispersion beaucoup plus importants. Si vous avez des wedges trop flat, trop upright à l'impact, primo justement, vous n'aurez pas cette sensation de maîtriser ces 3 releases, ce bounce qui est si important. Vous allez commencer à trafiquer vos mains, etc. Donc ça, c'est pas bon. Et deuxièmement, vous allez avoir des écarts de dispersion beaucoup plus marqués, droite-gauche, qu'avec votre fer 6, votre fer 5 ou votre fer 4. Crucial donc de bien regarder vos lies. Il y a une méthode simple, hein, vous savez, hein, sur les lies. Parfois, moi, la première chose que je fais, je regarde la semelle. Et quand je vois, bon, ici c'est pas mon cas, mais quand je vois des golfeurs avec, par exemple, d'énormes traces au talon ou d'énormes traces en pointe, déjà je sais que le lie n'est pas bon pour le golfeur. Donc regardez vos semelles de wedge avant de passer me voir éventuellement. Et puis vous pourrez constater que, ah oui c'est vrai, j'ai quand même la plupart de mes impacts en pointe ou au talon. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, l'intérêt d'avoir des têtes soit forgées, soit avec je dirais du moulet relativement doux que l'on peut tordre. Moi mes wedges, ils sont tordus à 61 degrés de lie, donc 3 degrés flat, évidemment permis par des têtes forgées. Mais ça voilà, ça aussi, paramètre clé. Admettons que vous allez faire un fitting de wedge et on vous dit de faire, monsieur, il vous faut des lies 3 degrés upright, 3 degrés flat. Déjà, tout de suite, ça devrait vous guider vers le choix de tête plutôt forgé, ou en tout cas de l'acier très doux, que l'on va pouvoir tordre justement à ce niveau de lie. Voilà. Donc, pour schématiser, passage à l'atelier très important, où on a souvent des réponses à vos questions, à vos problématiques de wedging, de gapping, et qui permettent un abord beaucoup plus serein ensuite lors de l'étape du fitting de wedge qui va se passer à 10 minutes, donc vous le savez d'ici sur un practice, où on pourra faire là aussi, je pense que c'est ultra important de le dire, des fittings en conditions réelles, sur des sols durs synthétiques, mais aussi sur du mou, sur du sable, et pour pouvoir vraiment aller au cœur du sujet de vos outils, en termes de bounce, en termes de shaft, en termes d'équilibrage. Voilà, je pense que vraiment, cette notion d'équilibrage, pour moi, elle est très 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 importante pour les wedges. Combien de golfeurs m'ont dit, Arnaud, voilà, cette sensation d'avoir plus de poids dans ma tête,
a été pour moi une révélation lorsque j'ai repris l'entraînement du wedging, de mieux sentir la tête dans l'espace, de mieux sentir l'interaction de la semelle avec le sol. Ça a été un gain extrêmement précieux pour ensuite peaufiner avec mon professeur ou quoi qu'est-ce à l'entraînement ma technique de wedging. Voilà pour l'atelier. Je vous quitte pour cette première partie de vidéo qui est déjà trop longue. Donc je la compléterai. En plus, c'est l'hiver, hein, donc il commence à faire un peu trop sombre. Donc je pense que demain, si la météo le permet, je vous ferai la partie 2 de cette vidéo au practice pour vous parler beaucoup plus concrètement de ces 3 releases évoquées par Dan Grieve, que je remontre ici. Ces 3 couleurs sur la semelle, 3 façons d'utiliser le bounce avec vos wedges. J'espère que ça va vous permettre d'aborder l'année prochaine, la rentrée golfique, on va dire la saison 2024 beaucoup plus sereinement. C'est le moment de vraiment d'y aller, de s'entraîner avec vos wedges, cette période un peu hivernale, parce qu'on a différents types de sols justement. Et voilà. Pour toute question, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire, à me joindre par téléphone, ou sur les réseaux sociaux, Instagram et bien sûr YouTube. Et voilà, je ne peux que vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je pense vous donner rendez-vous dès demain pour la suite et la fin de cette vidéo, Wedging Masterclass. Merci de votre attention et à très bientôt.